Donc on va passer maintenant aux fameux revenus de capitaux mobiliers. Donc qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Les revenus de capitaux mobiliers, encore une fois, vous aurez le lien de l'administration fiscale en description pour aller voir tout en détail. Ils ont fait un article qui est hyper long et hyper détaillé là-dessus. Mais pour faire très simple, ce sont tous les intérêts que vous recevez chaque année qui sont soumis à fiscalité. Donc ça peut être des intérêts de PEL ou de CEL, ça peut être des intérêts de compte à terme, ça peut être des intérêts de livret bancaire classique, donc hors ceux qui sont non soumis à fiscalité, bien évidemment, comme le livret A, le livret d'épargne populaire, le livret de développement durable et solidaire et le livret jeune. Ça peut également être les coupons que vous recevez si vous détenez des obligations. Ça peut bien évidemment être également les dividendes que vous recevez si vous détenez des actions. Donc tout ça, ça constitue des revenus de capitaux mobiliers. Également, si vous faites des rachats sur des contrats d'assurance vie qui sont en plus-value, c'est aussi considéré comme des revenus de capitaux mobiliers. Donc là, à partir de cette catégorie, on va aborder quelque chose dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, puisque c'est le premier type de revenus qui vont être assujettis au prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Donc depuis 2018, à réception de revenus de capitaux mobiliers, vous êtes automatiquement prélevé d'un acompte d'impôt sur le revenu de 12,8%. Donc effectivement, depuis 2018, à chaque fois que vous allez faire un rachat sur votre contrat d'assurance vie ou que vous allez recevoir des intérêts de n'importe quel type d'épargne dont on a parlé juste avant, automatiquement, vous allez avoir la flat tax qui sera prélevée. Donc cette flat tax, c'est 17,2 de prélèvements sociaux dont on parlera plus tard et 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc ces 12,8% d'impôt sur le revenu, c'est une avance. Donc c'est ce qu'on dit après, là ce prélèvement n'est pas libératoire. Au moment de votre déclaration d'impôt N+1, vous aurez le choix entre garder le prélèvement forfaitaire unique, donc c'est-à-dire ce que vous avez payé comme avance, ça devient votre impôt définitif, ou alors réintégrer ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Attention, ce choix est global à tous les revenus éligibles au prélèvement forfaitaire unique, hors cession d'actifs numériques. Ce qui signifie que c'est un package, c'est pas à la carte. Si vous décidez que vous voulez réintégrer vos revenus de capitaux mobiliers au barème progressif de l'impôt sur le revenu, l'ensemble des revenus qui sont assujettis au prélèvement forfaitaire unique seront réintégrés au barème de l'impôt sur le revenu. Donc il faut bien faire attention, c'est pas celui-là je veux qu'il soit au barème et l'autre je veux qu'il soit au PFU. Non, non, c'est soit tout, soit rien. Sauf pour la crypto, qui est encore un peu à part, mais on en parlera plus tard. Vous pouvez demander à être exonéré de cet acompte fiscal si votre revenu fiscal de référence N-2 ne dépasse pas 25 000 euros pour une personne seule et 50 000 euros pour un couple. Cette demande de dispense doit être présentée à votre banque avant le 30 novembre de l'année précédant l'encaissement des revenus. C'est-à-dire que si vous vouliez être exonéré de ce prélèvement forfaitaire unique, de cette avance d'impôt sur le revenu pour 2025, vous auriez dû faire la demande de dispense à votre banque avant le 30 novembre 2024. Et en fait, ça vous évite qu'à chaque fois que vous allez recevoir donc des intérêts, des revenus de capitaux mobiliers, que l'État vienne vous prendre ces 12,8%, surtout si vous êtes non imposable, ce qui veut dire qu'en fait, si vous payez cette flat tax alors que vous êtes non imposable, en fait, l'État va vous prendre ces 12,8% et va vous les rembourser en fait un an et demi après parfois. Donc en signant cette dispense, ça vous évite d'avoir à payer cette avance pour rien en fait, si vous êtes non imposable par exemple. Donc en réalité, je pense qu'il y a très peu de gens qui le font, parce que je pense aussi qu'il y a très peu de gens qui sont au courant que ça existe. Mais si vous êtes non imposable, ça peut être intéressant pour ne pas avoir à payer une avance d'impôt en fait pour rien, tout simplement. Et donc, comme on a vu plus haut, quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas fait de dispense, vous avez ce prélèvement forfaitaire unique qui vous est prélevé. Mais au moment de votre déclaration d'impôt, si vous cochez la case de OP, vous avez la possibilité de réintégrer ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais alors, quel serait l'intérêt de faire cela? Donc, si vous passez au barème, vous avez un abattement de 40% sur les dividendes éligibles. Vous pouvez également déduire les frais et charges, les déficits des revenus de capitaux mobiliers des années antérieures, si jamais vous avez une moins-value sur une année,
s'impute sur les revenus des années suivantes et une fraction de la CSG afférente aux revenus de capitaux mobiliers est déductible du revenu global. Ça, ce sont des avantages que vous n'avez pas du tout si vous restez au prélèvement forfaitaire unique. Donc si vous avez opté pour l'imposition au barème, vos revenus de placement financier sont pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu au barème, après déduction de certains frais engagés pour leur acquisition et leur conservation. Donc sont admis en déduction pour leur montant réel et justifié les frais de garde des titres, les fameux droits de garde que vous payez dans votre banque. Les frais d'encaissement des coupons, en général, l'établissement payeur les a déjà déduits. Les frais de location de coffre, les primes d'assurance concernant les valeurs mobilières si l'objet n'est pas de garantir une dépréciation de ces valeurs. Par exception, ne sont pas déductibles les frais et charges destinés à accroître ou à conserver le capital, par exemple les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de valeurs mobilières, les frais relatifs aux revenus des créances, les frais relatifs aux revenus exonérés, comme les frais de garde de titres figurant dans un PEA, aux revenus ayant supporté le prélèvement libératoire et aux revenus imposés à un taux forfaitaire. Lorsque les frais déductibles sont supérieurs aux revenus de placement financier imposables, un déficit est constaté. Ce déficit est uniquement reportable sur les revenus de capitaux mobiliers des 6 années suivantes. Donc pareil, c'est un calcul à faire. Alors si vous êtes dans la tranche à 11%, normalement l'option au barème sera toujours plus avantageuse, puisque 11 c'est inférieur à 12,8. À partir du moment où vous êtes dans la tranche à 30%, à moins que vous ayez vraiment un gros montant de dividendes, je pense que ce sera quand même rarement plus avantageux de passer au barème, malgré les 40% d'abattement qui s'appliquent. Sauf si vous avez vraiment des très gros montants de dividendes. C'est à calculer à ce moment-là. Mais je pense que pour monsieur et madame tout le monde, à partir du moment où vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 30%, il sera plus judicieux de rester au prélèvement forfaitaire unique. Et comme en France on aime bien les exceptions, on va parler du cas spécifique de l'assurance vie. Donc en ce qui concerne l'assurance vie, vous pouvez demander à être exonéré de l'acompte fiscal au moment du rachat si vous respectez les conditions. Donc là, il n'y a pas d'histoire de faire la demande au moins au 30 novembre de l'année N-1. C'est au moment où vous allez aller demander le rachat de votre contrat d'assurance vie que vous pouvez demander à être exonéré de cet acompte si vous respectez les conditions. Donc les conditions, c'est les mêmes. Moins de 25 000 euros de revenus fiscal sur N-2 pour une personne seule et moins de 50 000 euros pour un couple. Donc si votre contrat d'assurance vie a moins de 8 ans au moment du rachat, pour les versements effectués avant le 27 septembre 2017, vous aurez le choix entre le prélèvement forfaitaire libératoire et le barème progressif. Donc là, on ne parle pas de prélèvement forfaitaire unique, mais bien d'un prélèvement forfaitaire libératoire. Donc en fait, avant 2017, c'était donc ce prélèvement forfaitaire libératoire qui s'appelait pour les revenus de capitaux mobiliers avant l'entrée en vigueur de la flat tax. Et donc, pour un contrat d'assurance vie qui a entre 4 et 8 ans, vous serez taxé à 15% au titre de l'impôt. Et cet impôt, il est libératoire. C'est-à-dire que si vous choisissez le prélèvement forfaitaire libératoire, derrière, c'est traité, votre impôt est payé, il n'y a plus de discussion. Vous n'avez plus d'option de le réintégrer au barème ou quoi que ce soit. Donc si vous calculez bien, ce cas de figure-là, il lui reste plus que quelques mois à vivre, puisqu'en fait, les contrats pour les versements effectués avant le 27 septembre 2017, pour des contrats qui ont moins de 8 ans, ça va se terminer au 27 septembre 2025. Et donc, on n'aura plus à parler de prélèvement forfaitaire libératoire, mais jusqu'au 27 septembre 2025, c'est encore le cas, donc ça peut être votre cas, et ça peut exister, donc il faut le savoir. Si votre contrat a plus de 8 ans, il faut savoir que quand vous faites un rachat sur votre contrat d'assurance vie, systématiquement, si votre contrat est en gain, vous allez racheter donc du capital que vous allez verser, mais vous allez également racheter de la plus-value. Donc vous avez le droit à un abattement de 4 600 euros sur les intérêts pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple par année. Autrement dit, vous avez un contrat d'assurance vie que vous avez ouvert il y a 10 ans. Vous avez versé 10 000 euros dessus. Aujourd'hui, il vaut 15 000 euros, vous décidez de le clôturer parce que vous avez besoin de récupérer les fonds. Vous êtes marié et votre compagne, elle n'a pas d'assurance vie. Si vous clôturez votre contrat d'assurance vie, vous avez donc 5 000 euros de plus-value. Vous n'aurez pas d'impôt à payer sur ces 5 000 euros, puisque vous avez 9 200 euros d'abattement sur les intérêts pour un couple.
ce montant-là, il sera quand même soumis aux prélèvements sociaux. On en parlera plus tard dans cette vidéo des prélèvements sociaux, enfin dans la vidéo de la semaine prochaine exactement. Mais du coup, voilà, là, sur l'impôt, pas d'impôt tant que vous ne rachetez pas au moins 9200 euros d'intérêt pour un couple par année. Et c'est bien par année. C'est-à-dire que vous pouvez le faire en 2025, en 2026, en 2027. Au-delà, si jamais donc vous avez plus de 9200 euros d'intérêt pour un couple ou 4600 euros pour une personne seule, vous serez taxé à 7,5% si l'ensemble de vos contrats d'assurance vie ne dépasse pas 150 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez une assurance vie chez Generali, une assurance vie chez Rothschild et une assurance vie chez Linksea, et que l'ensemble de ces contrats d'assurance vie fait 100 000 euros, vous serez taxé à 7,5. Si l'ensemble de ces contrats d'assurance vie c'est 170 000 euros, là vous serez taxé à 12,8%. Donc on revient au principe du PFU, avec option au barème progressif, avec les mêmes abattements. C'est-à-dire que si vous décidez de réinclure ces montants au barème progressif de l'impôt sur le revenu, vous aurez toujours l'abattement de 4 600 euros sur les intérêts pour une personne seule et 9 200 euros d'abattement pour un couple par année. C'est assez compliqué le cas de l'assurance vie. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. De toute façon, je ferai des vidéos au sujet de l'assurance vie plus tard sur cette chaîne qui vous expliquera en long, en large et en travers comment fonctionne ce contrat. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que si votre contrat il a plus de 8 ans, bah potentiellement, si vous rachetez moins d'un certain montant d'intérêt, vous n'avez pas d'impôt, juste les prélèvements sociaux. Et si votre contrat a plus de 8 ans et que vous rachetez plus que les abattements d'intérêt, vous serez fiscalisé à 7,5% si l'ensemble de vos contrats d'assurance vie sont inférieurs à 150 000 euros et à 12,8% si vos contrats d'assurance vie dépassent 150 000 euros.